La pomme, que personne n'osa extraire du dos de Grégoire, demeura incrustée dans sa chair comme un souvenir palpable de l'événement. Et la grave blessure dont il souffrit pendant plus d'un mois sembla avoir rappelé au père lui-même que son fils, malgré sa triste et répugnante métamorphose, n'en demeurait pas moins un membre de la famille. Il ne fallait donc pas le traiter en ennemi. Le devoir exigeait au contraire qu'on surmontât son dégoût et qu'on supportât Grégoire, qu'on le supportât seulement. Sa blessure lui avait fait perdre, irrémédiablement sans doute, beaucoup de son agilité. Pour traverser simplement sa chambre, il lui fallait un temps infini, comme à un vieil invalide. Quant aux promenades sur les murs, il avait dû en faire son deuil. Mais cette aggravation de son état s'était trouvée largement compensée, à son avis, par le fait qu'on ouvrait maintenant tous les soirs la porte de la salle à manger. Il attendait cet événement pendant 2 heures. Couché dans l'ombre de sa chambre, invisible pour les dîneurs, il pouvait alors observer toute la famille réunie autour de la table, dans la lumière de la lampe. Il avait le droit d'écouter la conversation, avec l'autorisation de tout le monde. C'était beaucoup mieux qu'auparavant. Sans doute, ce n'étaient plus ces entretiens animés de l'ancien temps, auxquels il pensait toujours autrefois avec un peu de mélancolie, au moment de regagner un lit humide dans quelque petite chambre d'hôtel. La plupart du temps, on ne disait même plus grand-chose maintenant, après le dîner. Le père ne tardait pas à s'endormir dans son fauteuil. La mère et la fille s'exhortaient mutuellement au silence. La mère, penchée sous la lumière, cousait de la lingerie fine pour un magasin de blanc. Et la sœur, engagée quelque part comme vendeuse, étudiait la sténographie ou le français dans l'espoir d'améliorer plus tard sa situation. Parfois, le père se réveillait et, comme s'il l'ignorait qu'il eût dormi, déclarait à la mère « Que tu couds longtemps aujourd'hui ?» Sur quoi il reprenait son somme, tandis que la mère et la sœur échangeaient un sourire fatigué. Par une sorte d'obstination capricieuse, le père se refusait à quitter sa livrée, même dans son intérieur. Sa robe de chambre inutile restait accrochée au porte-manteau, et il dormait sur son fauteuil en grand uniforme, comme pour se tenir toujours prêt à exécuter un ordre. Jusque chez lui, il semblait attendre la voix d'un supérieur. Aussi la livrée, qui n'était déjà pas neuve quand on la lui avait donnée, perdait-elle chaque jour de son éclat, malgré les soins des 2 femmes. Et Grégoire passait souvent sa soirée à contempler cet habit criblé de taches,
dont les boutons bien astiqués brillaient toujours, et sous lequel le vieil homme dormait dans le calme et l'inconfort. Dès que la pendule sonnait 10 heures, la mère tâchait de réveiller le père à voix basse et de le décider à gagner son lit, déclarant que ce sommeil dans la position assise ne comptait pas et qu'il avait besoin de dormir normalement avant de reprendre son service à 6 heures. Mais avec l'entêtement qu'il marquait depuis qu'il recevait des consignes à la banque, il persistait opiniâtrement à rester à table, bien qu'il se rendormît régulièrement, et qu'il devint alors très pénible de lui faire échanger son fauteuil pour le lit. La mère et la sœur avaient beau le presser, multiplier leurs petits avertissements, il restait là pendant des quarts d'heure à branler lentement la tête, les yeux fermés, sans vouloir jamais se lever. La mère le secouait par la manche, lui disait à l'oreille des choses gentilles. La fille abandonnait ses devoirs pour la seconder, mais tout cela restait sans effet. Il ne faisait que s'enfoncer un peu plus dans son fauteuil. Il fallait que les femmes le saisissent enfin sous les bras pour lui faire ouvrir les paupières. Alors, il les regardait tour à tour et déclarait d'ordinaire. « C'en est une vie, c'est ça le repos de mes vieux jours. » Et, s'appuyant sur les 2 femmes, il se levait péniblement, comme s'il eût été pour lui-même une charge énorme, se laissait conduire à la porte par sa femme et par sa fille, leur faisait signe de s'en aller, et continuait son chemin tout seul, tandis que la mère et la sœur, jetant au plus vite l'une sa plume et l'autre son aiguille, couraient après lui pour l'aider encore. Qui aurait eu le temps dans cette famille surmenée par le travail et la fatigue de s'occuper de Grégoire, autrement que pour ses besoins les plus pressants? On réduisait de plus en plus le budget du ménage. On finit par renvoyer la bonne. Une immense femme de peine, d'un aspect osseux, avec des cheveux blancs qui flottaient autour de sa tête, vint désormais la remplacer le matin et le soir pour les gros travaux. Le reste, c'était maintenant la mère qui s'en occupait, en plus de ses interminables ravaudages. Il advint même qu'on dut vendre différents bijoux de famille, qui avaient fait autrefois l'orgueil de la mère et de la sœur dans les petites cérémonies et les fêtes. Grégoire l'apprit un jour en entendant discuter les prix à la veillée. Mais le plus gros sujet de plainte était surtout cet appartement devenu trop coûteux pour la bourse du ménage, et qu'on ne pouvait quitter à cause de Grégoire, dont on n'arrivait pas à imaginer le transport. Hélas, Grégoire comprenait bien que ce n'étaient pas les égards qu'on lui devait qui constituaient le principal obstacle à ce déménagement, car on aurait très bien pu le faire voyager dans une bonne caisse en bois pourvue de trous d'aération. Non. Le principal obstacle, c'était le désespoir des siens. L'idée qu'ils avaient été frappés d'un malheur unique dans les annales de leur famille et de leur milieu.